Dans l'actualité des idées aujourd'hui, le populisme, est-ce l'affaire du siècle? On en parle avec notre invité Pierre Rosanvallon, professeur au Collège de France, monsieur République des idées. Depuis la contre-démocratie en 2006 et la société des égaux en 2011, le sociologue réfléchit aux mutations de la démocratie contemporaine. Réflexion qu'il poursuit peut-être aujourd'hui d'ailleurs dans le siècle du populisme au seuil, populisme auquel il accorde le statut d'idéologie ascendante du XXIe siècle, avant d'en proposer une théorie manquante, de revenir sur son histoire méconnue, en passant notamment par le laboratoire latino-américain, et d'en proposer une critique constructive. Bonjour Pierre Rosanvallon. Bonjour. Est-ce que vous considérez depuis, vous, en tout cas l'histoire de la démocratie, vous qui la considérez et l'étudiez, est-ce que vous considérez que le populisme est une expérience démocratique, voire une expérience problématique de la démocratie ? Oui, le populisme s'inscrit dans les interrogations, les tensions de mise en œuvre de la démocratie. Car si le populisme tel que nous l'appelons aujourd'hui est relativement récent, tout un ensemble de composantes du populisme, elles, renvoient à une très longue histoire de la démocratie. Le débat, par exemple, sur la place du référendum dans la démocratie, on le trouve présent dans la Révolution française. La réflexion sur ce qui constitue une communauté politique, elle est aussi très ancienne. Alors, on peut dire d'une certaine façon que le populisme s'inscrit dans l'expérimentation démocratique, mais il représente ce que j'ai appelé une forme de démocratie limite. C'est-à-dire qu'à l'intérieur de toutes ces expériences qui sont liées au fait qu'il y a une indétermination consubstantielle à l'idée de démocratie. Car si la démocratie donne la souveraineté au peuple, le problème est de savoir quelles sont les formes de cette souveraineté. Quelles sont les modalités de la représentation et quelles sont aussi les définitions que l'on donne du peuple. Est-ce que le peuple, c'est simplement les électeurs? Est-ce que le peuple, c'est plus largement chaque composante de la société? On voit que dès le début de la démocratie, il y a eu une réflexion et une contestation permanente sur les fondements même et la mise en œuvre de sa définition. Et c'est, me semble-t-il, dans ce cadre-là qu'il faut élargi, si l'on veut, avec une certaine profondeur historique, qu'il faut comprendre le populisme contemporain. Voilà, le populisme comme un chapitre de cette histoire de la démocratie, le populisme qui porte peut-être aussi d'ailleurs une vision de la démocratie, Pierre Rosanvallon, directe et immédiate, dont il fait du peuple la figure centrale. Juste revenir d'abord en un mot sur la démarche qui est la vôtre dans ce livre. Le populisme, c'est un mot qu'on entend beaucoup, qu'on emploie beaucoup aujourd'hui, depuis qu'est-ce qu'on dirait, 3, 4, 5 ans, le mot revient particulièrement à la mode. On le dit assez fourre-tout, tant on a du mal à le définir et savoir qui et ce qu'il regroupe exactement. 3 parties dans ce livre. Tout d'abord, une anatomie du populisme, suit une histoire du populisme, c'est-à-dire que vous ne commencez pas par cela. Et enfin, une critique à laquelle vous assortissez notamment cette question du référendum que vous évoquiez. Oui. Est-ce que ceci explique cela? Ces aspects, cette dimension démocratique du populisme fait qu'on retrouve des outils comme le référendum dans cette critique que vous élaborez de cette idéologie. Oui, parce qu'en général, le populisme aujourd'hui s'empare en quelque sorte, s'empare à nouveau de tout un ensemble de débats sur des procédures démocratiques comme celle du référendum, sur les conditions d'une représentation plus adéquate de la société aussi. Et au fond, le terme populiste apparaît relativement flou pour une raison très simple, c'est qu'il est employé dans bien des cas de façon péjorative. C'est une façon de stigmatiser des adversaires sans qu'on soit capable de très précisément dire de quoi il s'agit. C'est en quelque sorte une dénomination qui met un voile de flou sur tout un ensemble de réalités qui pourtant apparaissent effectivement consistantes. Car qui pourrait nier aujourd'hui qu'il y a une sorte de révolution dans les démocraties quand on voit l'arrivée au pouvoir d'un Trump, quand on voit en Ukraine un Zelensky qui est une figure surgie, je dirais, du monde artiste, tout d'un coup s'imposer au premier plan. Lorsque l'on voit en Inde, qui était un pays fondé sur une vision, je dirais, multiculturelle,
de sa composition de la nation, aujourd'hui en proie à la volonté d'exclusion du monde musulman, c'est-à-dire de plus de 15% de la population, qui est celle de maudits. Il y a partout dans le monde aujourd'hui, je dirais, des visages qui apparaissent différents de ce populisme, tant à chaque fois il s'enracine dans des réalités historiques, dans des contextes, dans des histoires, des personnes et des traditions nationales fort différentes. Mais il me semble que malgré cette impression de flou, il y a tout de même bien un ensemble de caractéristiques générales que l'on peut retrouver presque partout. C'est-à-dire que dans tous les cas, il y a une certaine conception de la représentation qui mettra l'accent, par exemple, sur l'ascension d'une personnalité ayant un certain talent d'incarnation. On mettra l'accent aussi sur l'expression directe, la valorisation du référendum comme alpha et oméga, disons, de l'expression démocratique. On définira aussi la société non pas comme organisée autour d'un contrat, sociale, disons, mais la société définie par une identité évidente et immédiate contre, je dirais, soit un extérieur, soit des élites ou des petits groupes oligarchiques intérieurs. Donc, dans tous les cas, et très souvent aussi, ce qu'on pourrait appeler d'un point de vue économique, une vision politique de l'économie, avec la mise en œuvre de ce que j'ai appelé le national-protectionnisme. Donc bien sûr, il y a des variantes, mais selon qu'il s'agit d'abord de régimes ou de mouvements populistes, selon l'histoire des différents régimes ou les différents mouvements concernés, mais il y a bien un certain nombre de points communs. Et au fond, j'ai essayé de faire le travail de celui qui, partisan du populisme, aurait voulu être son théoricien. Parce que quand on regarde l'histoire des grandes idéologies, je dirais de la modernité démocratique, elles ont toujours été liées à des noms et à des œuvres qui ont donné sens. Le libéralisme, au fond, d'Adam Smith à Tocqueville ou à Benjamin Constant, a eu ses figures constitutives. Le socialisme, de Pierre Leroux à Jaurès et Rákóczi en Allemagne, a eu ses figures fondatrices. Le marxisme, évidemment, a eu avec Marx et les figures de Marx et d'Engels des figures fondatrices. Mais là, comme pour l'instant, il n'y a pas eu de véritable œuvre fondatrice du populisme. Pour le réfléchir, eh bien, j'étais amené en quelque sorte à faire cette théorie manquante. Voilà, vous étiez théoricien jusqu'ici de la démocratie. Aujourd'hui, vous allez être le théoricien du populisme. Oui, c'est un changement de casquette qu'il va falloir. C'est une des figures de la démocratie. C'est une des figures de la démocratie. Donc aujourd'hui, vous vous êtes suffisamment pris au jeu, ou en tout cas, vous avez suffisamment exploré cette histoire et ce concept de populisme pour pouvoir dire que derrière ce projet populiste, il n'y a pas qu'un projet de destruction démocratique. Ça peut être aussi la traduction d'une attente sociale de revitalisation du projet démocratique, tel qu'il est porté par certains. Oui, bien sûr. On peut dire qu'en fait, il y a deux dimensions dans ce qu'on appelle aujourd'hui le populisme. Il y a d'abord tout un ensemble d'émotions et de passions sociales. Et le populisme a redonné une place centrale, justement, au rôle des émotions et des passions en politique. Et ces émotions, elles se traduisent par ce qu'on a appelé le dégagisme. Ces émotions, elles se traduisent par de la colère, par un sentiment de rejet. Donc le populisme, tel qu'il a souvent été analysé, c'est pour cela qu'il a été analysé de façon péjorative souvent, ou vu comme une menace, c'est qu'il apparaissait à travers cette expression d'émotion et de passion. Mais de l'autre côté, il y a effectivement, et j'insiste fortement sur ce point parce que c'est celui qui n'était pas mis en avant, il y a tout un ensemble de propositions positive. Et si l'on veut discuter le populisme, ce n'est pas simplement un style politique qu'il convient de discuter, mais ce sont ses propositions. Et donc quand on dit partout le populisme gagne, qu'est-ce qui s'étend? C'est le concept, c'est l'idéologie, c'est un modèle de gouvernance? Mais les deux. Si le populisme triomphe partout, c'est parce qu'il y a une atmosphère dégagiste générale dans nos sociétés qui tient au fait que les démocraties apparaissent inachevées et que les sociétés elles-mêmes apparaissent marquées par des écarts, des inégalités, des fractures extrêmement problématiques. Et si le projet démocratique, c'est à la fois de mettre en place
une forme de société, ce que j'ai appelé la société des égaux, et d'autre part une forme de souveraineté de la collectivité sur elle-même, eh bien ces deux grands objectifs, ces deux grandes dimensions de la construction démocratique, elles sont fort mises à mal aujourd'hui. Donc on comprend qu'il y ait cette colère, cette attente et cette volonté de trouver autre chose. Et la réponse populiste, évidemment, elle se définit par un certain nombre de traits bien caractéristiques, et c'est ces traits caractéristiques que j'ai mentionnés brièvement qu'il convient de discuter. Voilà, comme vous le dites assez clairement et simplement, le populisme marche aujourd'hui un peu sur deux pieds, deux pattes. C'est à la fois un symptôme avec ses émotions, ce Oui. dégagisme que vous évoquez, et une proposition, cette demande, cette attente populaire, sociale, cette demande de souveraineté plus active aujourd'hui. Juste un mot du concept même. Il est né où, ce mot qui semble avoir beaucoup voyagé, le mot de populisme? Le mot populisme a une longue histoire parce qu'il est apparu de façon séparée, sans aucun lien, dans trois expériences historiques. On a d'abord employé le terme de populisme en Russie pour qualifier un mouvement de descente vers le peuple, je dirais, d'un certain nombre d'intellectuels d'ailleurs souvent critiques de la modernisation du pays et qui pensaient que le monde paysan était celui qui était porteur des vraies valeurs profondes de la Russie. Donc un retour vers le peuple, un retour vers les campagnes qui a impliqué beaucoup de la jeunesse étudiante, qui était évidemment une jeunesse très limitée à l'époque, ou de jeunes aristocrates. Et le marxisme russe lui-même a été très lié à cette expérience de descente vers le peuple, ce peuple des paysans jouant le rôle, en quelque sorte, du prolétariat en Occident, tel qu'il le voyait. Donc ça, c'était la première occurrence du terme de populisme. La deuxième occurrence du terme de populisme, c'était dans l'expérience américaine d'un parti du peuple qui avait pour but de rassembler toute une masse de petits agriculteurs qui étaient dominés par les fournisseurs en matières premières et les grandes compagnies de chemin de fer. Et enfin, en France, il y a eu un manifeste populiste publié en 1929, mais là, c'était un manifeste littéraire, c'était un ensemble d'écrivains qui pensaient que la littérature s'intéressait trop à la société distinguée. Entre parenthèses, il évidemment discutait Proust, et non pas assez à la société de la vie ordinaire, et pensait que le monde populaire faisait un sujet littéraire plus intéressant que le monde de la bourgeoisie ou de la distinction aristocratique. Et nous y revoilà. Définition du populisme, on les réduit, les populistes, souvent à leur dimension contestataire, au lieu de les analyser comme une culture politique originale, et c'est ce que vous faites, Pierre Rosanvallon, dans cet ouvrage, et c'est ce qui en fait tout le sel. Le vote populiste, dit-on aussi souvent, ce sont les perdants de la mondialisation, une sorte de colère anti-establishment qui s'exprime, mais il y a aussi un projet populiste, certains l'ont théorisé, comme Chantal Mouffe et Ernesto Laclau. Ils l'ont théorisé, et ils ont aussi fait cette distinction sur laquelle je vais vous faire réagir entre le populisme de gauche et de droite. Est-elle encore pertinente aujourd'hui? On écoute d'abord Ernesto Laclau. What is exactly populism? Populism is not an ideology. Qu'est-ce que le populisme exactement? Le populisme n'est pas une idéologie. Autrement dit, le populisme n'est pas lié à un discours en particulier. Et c'est pour cela que je ne suis pas d'accord avec beaucoup des articles qui sont publiés aujourd'hui, qui cherchent à faire un lien, par exemple, entre le populisme et les autres discours totalitaires. Un discours totalitaire peut être populiste, mais ce n'est pas le cas de tous les discours totalitaires. Si le populisme n'est pas lié à une idéologie, c'est donc une forme, une construction du politique qui sépare la société en deux franges et qui oppose ceux d'en bas contre ceux d'en haut. Quand vous avez cette séparation, vous vous trouvez en face d'un discours populiste, mais qui peut être véhiculé à travers différents types d'idéologies.
Voilà, est-ce qu'il est là le clivage ou le marqueur plutôt pour vous, Pierre Rosanvallon, entre le en haut et le en bas? Bon, Ernesto Laclau est indiscutablement la personne qui, jusqu'à présent, avait été le plus loin dans la définition positive du populisme dans son livre « La raison populiste ». Mais je pense qu'il a donné, dans ce qu'on vient d'entendre, une définition trop étroite du populisme, parce qu'il le définit comme une méthode politique de construction de l'opposition entre la société et un certain nombre de ses élites dirigeantes. Il y a cette dimension qui est incontestable dans le populisme, et c'est celle à laquelle il est le plus souvent fait référence. Les 99% contre les 1%, quel que soit le langage, les mots que l'on peut employer pour définir cette coupure. Mais à mon avis, il n'a pas assez mis l'accent sur les autres dimensions du populisme. Il n'a pas assez mis l'accent, par exemple, sur la vision politique de l'économie, ce qui est quelque chose d'absolument fondamental. Il n'a pas assez mis l'accent sur le sens de ce que voulait dire une démocratie immédiate, qui va même plus loin qu'une démocratie directe. On pourra faire la différence si vous le souhaitez. Donc, effectivement, c'est une œuvre qui a fait un premier pas, mais je pense qu'il fallait faire d'autres pas. Sur la question économique, d'ailleurs, vous n'allez pas tellement plus loin. Vous dites que ce n'est pas de votre domaine, ce n'est pas votre non, spécialité. Ça n'est pas de mode... Non, dans l'analyse, c'est mon domaine, parce que je montre que c'est une vision complètement politique de l'économie, mais je dis pour mener la critique sur ce point, sur le protectionnisme ou pas, le débat sur le protectionnisme et les conceptions politiques du protectionnisme, je ne suis pas celui qui est le mieux armé pour répondre. Mais il y a une chose intéressante qu'a dit Laclau, et je pense qu'il a raison, il ne faut pas confondre le populisme avec le totalitarisme. Le totalitarisme est une pathologie de la démocratie, mais n'est pas de même nature que le populisme. Pour comprendre cette distinction, il faut partir de ce que j'ai appelé les formes limites de la démocratie. C'est-à-dire à partir de toutes ces expériences démocratiques, ces recherches qui ont été liées à des mouvements sociaux, qui ont été liées à des expérimentations institutionnelles, il y a eu 3 grandes tentations de simplification de la démocratie dans l'histoire. Une première tentative de simplification, qui est, je dirais, une simplification de type libéral, qui consiste à dire la démocratie, il faut en avoir une vision limitée. Si on veut trop demander à la démocratie, on va s'engager dans quelque chose d'insurmontable. Donc donnons simplement une définition minimale de la démocratie comme le pluralisme électoral et la possibilité de renverser les régimes de façon pacifique dans les élections. C'est la vision de Schumpeter, et c'est ce qu'on peut appeler, lui, il est le père fondateur des théories minimales de la démocratie, mais il y en a eu, tout le libéralisme du 19e siècle disait déjà la même chose, de façon peut-être moins articulée. Il y a eu une deuxième conception minimale de la démocratie, qui consiste à dire qu'au fond, la démocratie ne doit pas être comprise comme un régime, mais simplement comme une forme de société. C'est une société complètement cohérente, et c'est un pouvoir confondu avec la société. Et là, effectivement, ce n'est plus la vision minimale, mais c'est la vision totalisante de la politique. Et dans le premier cas, la vision minimale, on bascule facilement dans ce qu'on pourrait appeler l'oligarchie démocratique, l'oligarchie élective. Et dans le deuxième cas, on bascule vers le totalitarisme, c'est-à-dire le parti-peuple, le parti qui prétend représenter la société. Et le populisme représente un autre type de démocratie limite. Ce type de démocratie limite, il est centré justement sur cette vision de l'expression immédiate d'un peuple qui fait bloc et donc qui n'a pas à se constituer à travers le débat démocratique. Alors que l'on peut, à l'inverse, considérer que toute l'histoire de la démocratie, c'est aussi de savoir comment faire peuple commun. Comment faire peuple commun à partir des divisions, des distinctions, qu'elles soient idéologiques, sociales. Et là, ça n'est pas simplement les 99% ou les 99,9% même, et les 0,1%, diraient les économistes aujourd'hui, mais c'est donc
toute la question des conditions du contrat social, de l'établissement des règles de justice, des règles fiscales, des règles de redistribution. Oui, pas totalitarisme, dites-vous, Pierre Rosanvallon, mais vous rappelez quand même que la démocratie, c'est l'histoire d'un désenchantement permanent, d'une indétermination, avec un populiste à sa tête. Est-ce qu'une démocratie peut dériver vers une démocrature? Est-ce que, et c'est la question que pose notamment un Viktor Orban par son incarnation, est-ce que tout populisme est forcément illibéral? Tout populisme, je dirais, la vérité du populisme n'est pas simplement dans l'énoncé général de l'idéologie, mais de voir comment pratiquement les régimes populistes se comportent. Et donc là, il faut faire la distinction entre, je dirais, une idéologie de combat et puis une idéologie de gouvernement. Et là, si l'on regarde les gouvernements en place, la vision uniquement électorale de la démocratie va se traduire, s'est traduit dans presque tous les cas, par une contestation des corps intermédiaires, par une critique des autorités indépendantes, par une limitation du pouvoir des cours constitutionnels. Et ça, c'est quelque chose de permanent que l'on retrouve aussi bien dans les pays d'Amérique latine, dans le Venezuela de Chavez, dans l'Équateur de Correa, ou bien dans la Bolivie de Morales, que l'on voit également en Russie, que l'on voit chez Orban, que l'on voit en Pologne, que l'on voit chez Modi. Là, cette propension, je dirais, des régimes populistes à aller vers ces formes d'illibéralisme est quelque chose de tout à fait manifeste, et ça, c'est un point véritablement commun. Une tendance à s'accaparer le peuple à force de vouloir l'incarner. Ernesto Laclau, qu'on entendait à l'instant, qui est ou était un philosophe post-marxiste argentin comme Perón, le laboratoire sud-américain, Pierre Rosanvallon, vous revenez sur la figure fondatrice du Colombien Jorge Eliezer Gaitán, qui va bouleverser le paysage politique du pays dans les années 40. Je ne suis pas un homme, je suis un peuple. C'est lui qui a popularisé cette formule. Qu'est-ce qui le distingue, cette figure populiste, des caudillos, par exemple ? La grande différence, c'est que le caudillo, c'est simplement, on pourrait dire, une sorte de leader démagogique. Alors que dans la figure du leader populiste, il y a une sorte d'ambition de rénovation, d'ambition fondatrice. Les caudillos, ils ont souvent été des militaires, ils ont souvent été des généraux, ils ont souvent été des oligarques. Donc, il y avait la différence, si je puis dire, entre un démagogue et celui, au contraire, qui voulait conduire une sorte de révolution. Le populisme n'est pas simplement la démagogie. Bien sûr, il peut y avoir de la démagogie comme il y en a dans beaucoup d'autres types de régimes ou dans beaucoup de formations. Mais ce n'est pas ce qui le caractérise au premier chef. Non, il y a cette théorisation avec lui de ce que vous appelez la fonction révolutionnaire de l'émotion. Hein, et c'est ce qu'on a retrouvé chez un Chavez plus tard au Venezuela, ce régime des passions qui va être central dans cette culture populiste telle qu'elle est pratiquée. Hein. Oui, tout à fait. La force de Chavez, il y aurait beaucoup de choses à dire sur sa figure, mais la force de Chavez, c'est de s'être présenté comme celui qui n'était que le visage et la voix du peuple. Dans tous ses discours, il s'adressait aux foules qui étaient devant lui et en disant « Moi, Chavez, je n'existe pas. Celui que vous voyez sur l'estrade, ça n'est que votre double d'une certaine façon. » Et donc, il y a une demande que la population s'identifie à son leader et de voir que la solution à la malreprésentation, c'est cette forme d'identification, avec évidemment tous les problèmes que ça peut soulever. Avec nous jusqu'à 13h30, le sociologue et historien Pierre Rosanvallon, auteur du Siècle du populisme, histoire, théorie, critique, qui paraît au Seuil, et l'anatomie du populisme. On a commencé à l'évoquer ensemble, notamment sur cette question des émotions, de l'incarnation, des modalités de représentation. On dit souvent le populisme, c'est l'homme fort, la figure de l'homme-peuple qui va de pair avec le rejet de la forme parti. On va maintenant essayer de voir un peu quelles en sont ces manifestations actuelles. Quel populisme réel aujourd'hui? France Culture, il est 13h20. France Culture, la grande table, Olivia Gesbert. My people are so smart. And you know what else they say about my people? The polls. They say, I have the most loyal people. Did you ever see that?
where I could stand in the middle of Fifth Avenue and shoot somebody and I wouldn't lose any voters, okay? It's like incredible. Voilà, ça c'était Donald Trump, le candidat à ce moment-là à la primaire républicaine, qui avait utilisé cette curieuse image étrange, image de « si je tirais sur quelqu'un en pleine 5e avenue, je ne perdrais aucun électeur ». Cette phrase qui lui est restée. Donald Trump, on pourrait parler d'autres gouvernants, présidents aujourd'hui, Pierre Rosanvallon, réel ou en acte. Comment se déploie le populisme? Est-ce qu'on a avec lui une incarnation de ce populisme moderne, à la fois héritier de cette tradition que vous décrivez et en même temps adapté à ce nouveau siècle? Je crois qu'il faut distinguer aussi ce qu'on pourrait appeler le populisme et l'atmosphère populiste dans laquelle nous sommes. Parce qu'il y a dans les sociétés contemporaines une atmosphère populiste générale. Il y a une atmosphère dégagiste qui voit grosso modo le changement comme étant nécessairement le fait de renverser la table et d'espérer qu'un leader miracle va tout solutionner. Et je dirais même en France, personne ne pourrait dire que le libéral Emmanuel Macron est un leader populiste à l'image de Donald Trump ou d'Orban, mais lui-même, après tout, est arrivé au pouvoir comme un candidat du dégagisme. Donc il y a une atmosphère générale de populisme dans un monde contemporain qui a un rapport désenchanté à la démocratie. Mais il est certain d'un autre côté que quelqu'un comme Trump incarne bien des traits les plus caractéristiques du populisme. Lui, bien sûr, n'est pas pour le national-protectionnisme en profondeur, bien que il est celui qui incarne actuellement une espèce d'aspiration à l'isolationnisme américain, et y compris d'un point de vue commercial. Mais dans sa vision de la société qui fait que tous ceux qui s'opposent à lui sont nécessairement des ennemis, des non-américains, là il y a quelque chose de profondément caractéristique du populisme. Dans sa vision, dans son rejet du monde de la justice, où il voit. Il y a très récemment, il y a tout de même eu un épisode très intéressant quand il y a eu tout le débat sur l'impeachment au Congrès. Eh bien, lui, il a dit le Congrès ne peut pas défaire ce que les électeurs ont fait. C'est-à-dire dire, au fond, la démocratie électorale, elle passe avant tout. C'est oublier une chose très simple, c'est que d'abord, lui, c'est qu'il a eu moins d'électeurs que sa concurrente, grâce au système électoral, et que dans les démocraties contemporaines, étant donné le niveau d'abstention, quand quelqu'un est élu avec 51% des voix, il ne représente pas plus généralement qu'à peu près 30% de la société. Donc, on voit bien que dans cette absolutisation du principe majoritaire, il y a un rétrécissement de l'idée démocratique elle-même. La démocratie, ça n'est pas simplement le pouvoir électoral de tous. La démocratie, c'est aussi faire que la parole de chacun compte. Mais en même temps, tous ces dirigeants en passent par les urnes et par la représentation pour porter leurs projets et pour être élus. Ces dirigeants aussi mettent souvent en avant le transfert du pouvoir de gouverner à des mécanismes anonymes, d'où ce besoin ou cette envie de réincarner. C'est la critique formulée notamment par les partisans du Brexit contre l'Union européenne. Boris Johnson et Nigel Farage, lors du référendum en 2016, ils s'étaient présentés comme les champions du can-do. Lors des législatives de décembre, où les conservateurs ont obtenu une majorité écrasante, Boris Johnson a fait campagne, lui, sur le « plus rien ne s'oppose au Brexit », message qu'il avait relayé notamment par une série de clips de campagne. Là, par exemple, dans cet extrait, on doit faire du porte-à-porte pour convaincre des électeurs. Il parodie une scène culte du film Love Actually avec ses pancartes. Enough. Enough. Let's get this done. Let's do this. Voilà, enough, dit-il dans ce premier clip de campagne, on va le faire. Dans ce deuxième extrait, deuxième clip, il est cette fois à la manette d'un bulldozer et il fonce dans un faux mur de briques sur lequel est écrit « Impasse ». Sur la pelle du bulldozer, cette inscription « Get Brexit Down ». We're here at the Red Olive Pie Making Facility in Derby, where we've just made a symbol
what we intend to do if we're lucky enough. Voilà, puis on vous en passe un extrait d'un dernier, même slogan ici, mais c'est un gâteau qu'ils mettent au four, le Brexit. C'est aussi simple que ça, dit-il dans ce clip promotionnel. Vous avez vu comme c'est facile, hein, dit-il, on le met au four, on ferme la porte, on le sort et voilà, on a fait un Brexit. Boris Johnson, durant cette campagne, qu'il a vu gagner, hein, là à la fin, les flashs des appareils photo, Boris Johnson avec son chien devant le bureau de vote, c'était le 12 décembre dernier. Boris Johnson et cette aptitude qu'il a eue à se présenter comme étant celui qui allait faire et incarner le faire. Pierre Rosan Vallon. Ça, c'est évidemment très fort. Et son slogan, c'était aussi « Nous allons reprendre le contrôle ». Et il y a bien le sentiment que dans la société actuelle, le contrôle est perdu. Mais ce contrôle, nous verrons ce que donnera vraiment le Brexit. Parce que ça, c'est le contrôle de dire « Le Parlement déclare maintenant que le Brexit va se faire ». C'était ça, le vote d'il y a quelques jours. Mais le Brexit, la fabrication du Brexit n'a pas encore commencé. Elle va se discuter pendant 1 an. Et on verra à la fin ce que sera véritablement le Brexit. Pour l'instant, c'est dire simplement, nous allons entamer le Brexit. Donc derrière cette image de l'action, de l'efficacité, il y a simplement une efficacité de la parole pour dire, nous commençons. N'oublions pas que ce n'est pas le Brexit qui est fait, c'est le début de la discussion du Brexit qui va simplement commencer. Et il ne faut pas oublier une chose très importante, c'est que dans cette vision qui est naturellement attractive d'une politique qui transformerait les paroles en actes immédiats, il y a aussi l'oubli du fait que la société, elle est composée de personnes qui veulent que leurs droits soient pris en compte et représentés. Aussi, qui ne soient pas simplement sous le pouvoir d'une majorité. La démocratie n'est pas simplement le pouvoir de tous à travers les élections, elle est aussi le pouvoir de n'importe qui, c'est-à-dire que chaque citoyen compte pour quelque chose. Et celui qui est le gardien du fait que chaque citoyen compte pour quelque chose, eh bien c'est la justice, sont les tribunaux, c'est le Conseil constitutionnel. La démocratie, c'est aussi le régime dans lequel personne ne peut privatiser les institutions, ne peut privatiser le pouvoir. Et au contraire, dire justement, c'est pour ça qu'il faut mettre en place des institutions indépendantes. Mais constitution, que ce soit des chambres constitutionnelles ou bien des autorités indépendantes, bien sûr, il faut les constituer démocratiquement. Mais démocratiquement, c'est-à-dire qu'elles rendent des comptes, qu'elles s'expliquent, qu'elles soient transparentes, que leur jeu soit ouvert sur la société. Sinon, eh bien, on verra ce qu'on voit dans les pays comme la Pologne aujourd'hui. Eh bien, la liberté de la presse réduite au nom du fait qu'on peut dire, comme Napoléon III le faisait, eh bien moi, je pense que je peux museler la presse parce que personne n'a élu les journalistes, alors que moi j'ai été élu. Et donc, si la démocratie, c'est le pouvoir de la majorité, eh bien quand des journaux représentent des minorités, elles sont des instruments qui faussent la démocratie, parce qu'ils fonctionnent simplement grâce au lien qu'il y a entre un recrutement de talents et du capital financier. Donc, si l'on voit à l'œuvre aujourd'hui ce qui se passe dans ces régimes comme les pays de l'Est, on voit que ce n'est pas simplement un régime de l'action, du passage de la parole à l'action, mais que c'est un régime aussi de rétrécissement des libertés et en fait de rétrécissement du pouvoir des citoyens. Voilà, ce qu'on entend aussi, c'est une crise de maturité de nos démocraties et dans ce moment populiste, l'invitation à repenser urgemment à la fois la démocratie, les formes qu'elle peut prendre et les formes de représentation. C'est passionnant, ça s'appelle le siècle du populisme et nous avons donc désormais un théoricien français du populisme, Pierre Rosan Vallon. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Votre ouvrage vient de paraître au Seuil dans la collection Les Livres du Nouveau Monde. Tiens, merci à toute l'équipe de la Grande Table pour la culture, Oriane Delacroix et Henri Leblanc, pour les idées, Jean-Christophe Brianchon et Laura Dutèche-Pérez, avec l'aide précieuse de Sophie Martier et de François Bréhus. À la réalisation aujourd'hui, c'était Gilles Blanchard avec Jacques Hubert. Très bel après-midi à tous sur Culture.